Et c'est parti, bonjour ou bonsoir à tous, ici Pierre de San Giorgio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Claude Janvier. Bonjour Claude. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Ou bonjour, je ne sais pas si c'est à quel fuseau horaire nous nous plaçons. Exactement. Alors en tout cas, comme je vous le disais, j'ai lu avec grand plaisir vos livres précédents qui étaient Le virus et le président, coécrit avec Jean-Louis Zambert, et Covid-19, le bilan des questions. Mais aujourd'hui, je voulais surtout que l'on discute d'un livre au titre absolument vendeur et fantastique, et le contenu l'est aussi, c'est Les démasqués qui dirigent réellement le monde. C'est une question à 3 000 ou 100 000 milliards de trilliards de dollars de nos jours. Comment vous est venue cette idée, parce que je sens un fil rouge dans votre parcours littéraire en tout cas, comment vous est venue cette idée de parler des maîtres du monde? Ben, à force d'enquêter quand même sur toutes les informations qu'on nous cache de ci, de là, parce qu'en fait, nous sommes abreuvés par des médias qui ne sont plus des médias de masse, mais qui ne sont plus des médias, pardon, d'information, mais qui sont des médias de masse. J'ai fini par développer, comme d'autres d'ailleurs, un sixième sens, je dirais, d'aller enquêter et de trouver les véritables infos. Alors évidemment, à force d'enquêter, on en arrive invariablement à une conclusion qui est il y a vraiment une oligarchie financière mondiale apatride au sommet de notre planète et qui tire les ficelles et qui dirige effectivement le monde. Alors après, au-delà du qui, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser aussi au comment, c'est-à-dire comment ils font, comment ils procèdent pour pervertir, dégrader toutes nos sociétés, toutes nos valeurs, qu'elles soient culturelles, sociales, religieuses, spirituelles et même économiques et industrielles, bien entendu. Voilà, c'est ce que... En fait, les preuves, si vous voulez, les preuves, elles sont là et il fallait les assembler. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire au travers de mon livre. Alors, au-delà du fait que nous partageons d'ailleurs le plaisir d'être publié pour moi pour un livre et vous ici pour cette édition qui est une édition qui s'appelle K-édition. Oui. On salue l'éditeur dans le beau pays bien au chaud où il se trouve. Et donc, parlez-moi un petit peu, peut-être pour faire un pas en arrière, votre parcours précédant ces livres. Je crois que vous avez beaucoup voyagé, vous avez travaillé dans les industries, et donc, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces sujets plutôt que simplement obéir comme tout le monde, faire son vaccin et puis... Ben, écoutez, on va faire un retour un peu en arrière et ça va nous ramener. Alors là, j'étais un peu plus jeune quand même beaucoup plus jeune. J'étais en 1974. Donc j'ai 20 ans en 74. Je suis obligé de faire, comme beaucoup de monde en France, la conscription obligatoire, donc le service militaire. Et donc on me propose au bout de 2 mois de m'envoyer dans le Pacifique. Alors évidemment, j'ai 20 ans. Je me dis Tahiti, pourquoi pas, le ciel bleu, les vainés, le soleil, les mers chaudes, les poissons, enfin bon bref. Donc effectivement, je me dis, plutôt que de rester en France et de m'enquiquiner la vie, surtout qu'en plus, ils m'envoyaient faire mes classes à Toul, il faisait -20, c'était en plein mois de janvier, je me suis dit, Tahiti, ça va être mieux. Bref, je pars, et en arrivant là-bas, j'avais oublié un détail. En fait, je vais faire court quand même, j'ai oublié un détail, c'est que il y avait une bombe atomique qui explosait chaque année dans le Pacifique. Et cette année, le tir a été raté. Si tant est d'ailleurs, je me suis toujours demandé qu'un tir réussi pouvait être par rapport à un tir raté. Bref, le champignon atomique, au lieu de monter et d'aller polluer nos voisins, c'est-à-dire australiens, néo-zélandais, des vents violents ont rabattu le nuage sur Tahiti et l'archipel des Tuamotu, contaminant à leur insu 160 000 personnes. Moi y compris, puisque je me trouvais là-bas. Après, donc quand nous sommes rentrés de cette année-là, des amis et moi à l'époque, on a eu la désagréable surprise que déjà beaucoup d'amis sont morts de cancer foudroyant. D'autres sont restés stériles, ont été stériles, sont devenus stériles, pardon. C'est mon cas, hein. Donc je touche du bois, il m'est rien arrivé de plus que cela.
Mais donc du coup, alors là, ça a été le déclic. Voilà. Quand vous avez 20 ans et quand vous vous apercevez que le gouvernement vous ment et que le haut commandement militaire vous ment aussi, parce qu'au lieu d'avertir la population, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'au lieu d'avertir la population, le haut commandement militaire s'est bien gardé de le faire. Parce que qu'en fait, en cas de nuage radioactif, la bonne chose à faire, c'est de rester confiné. Pour le coup, un confinement est nécessaire. Vous restez chez vous pendant 3-4 jours, le temps que toutes les radiations se reposent. Vous ne buvez surtout pas de l'eau du robinet, mais vous essayez de consommer de l'eau en bouteille, si vous en avez chez vous. Et surtout, vous prenez des pastilles iode. Chose que je suis à peu près certain que le haut commandement militaire a fait, mais le reste des gens, non, puisque personne n'était averti. Donc j'ai trouvé ça absolument immonde et tout à fait répugnant. Et depuis ce jour-là, voilà, ça m'a ouvert les yeux et je me suis dit qu'il fallait que je dénonce à tout prix tout ce qui méritait de l'être. Donc voilà, c'est un combat que je mène donc depuis l'âge de 20 ans. Alors évidemment, entre deux, il faut travailler, il faut assurer sa subsistance. Donc, à un moment donné, je ne pouvais pas faire que ça. Et là, depuis une vingtaine d'années, j'ai décidé d'exorciser un peu tout cela au moyen de l'écriture. Donc, j'ai commencé à écrire des billets d'humeur. Et puis, comme j'habitais le Lot avec mon épouse pendant un certain nombre d'années, j'ai eu le plaisir de rencontrer Jean-Louis Ambert. On ne se connaissait pas. Et on s'est rencontrés au cours d'un petit salon du livre dans un tout petit village du Lot perdu. Et en fait, à l'époque, lui, il sortait sa grande enquête sur le Moyen-Orient, qui finance le Proche-Orient et comment ça se fait qu'il y a toujours des guerres là-bas. Et je trouvais ça très intéressant. Et moi, j'avais à l'époque mon petit livre qui était une compilation de billets d'humeur et on est devenus amis. Et en 2019, on a décidé ensemble de coécrire une grande enquête sur l'état de la France qui s'appelle donc Le virus et le président. Mais on l'a envoyé à notre éditeur qu'en juillet 2020 parce qu'en fin 2019, nous avions fini notre manuscrit. On était prêt à l'envoyer à notre éditeur quand tout à coup est arrivée la fameuse crise sanitaire. Et là, on s'est dit, oula, vu la tournure que prend les événements, on va attendre les 6 premiers mois. Et c'est pour ça qu'on l'a intitulé notre livre « Le virus et le président », puisque c'est à la fois une grande enquête sur l'état de la France, où on en est exactement au niveau industriel, économique, social, culturel, etc. Mais en même temps, avec les 6 premiers mois d'études de cette dictature sanitaire. Voilà. Un livre que j'ai beaucoup apprécié et qui est pas triste au niveau comme bilan. Alors, pour revenir à cette question de qui dirige le monde, évidemment, sans même aller sur Internet et bien avant Internet, c'est un sujet qui attise énormément de mystification, de fantasmes. Aujourd'hui, on appelle ça du complotisme, mais aussi, il y a aussi des informations, et dans votre livre, vous en parlez avec précision, et habitant en Suisse, j'en côtoie des gens qui sont des maîtres du monde, et du moins à une courte distance en tout cas. Et donc, j'ai trouvé très intéressant d'essayer de démystifier les sans-famille, le complot juif, toutes ces histoires qui sont grossières et au mieux partiellement vraies, mais souvent qui sont farfelues et qui dénotent plus d'un esprit étrange de la personne qui les émet plutôt que de la réalité. Et donc, vous avez fait un travail d'enquête et de recherche factuelle. Absolument, absolument. Mais je me suis vraiment basé sur les faits. Et en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est une synthèse la plus compréhensible possible afin que, je dirais, que les gens s'y retrouvent. Parce qu'en fait, c'est vrai que beaucoup de gens ont traité du fameux sujet du mondialisme, mais je dirais plus secteur par secteur. Donc, c'est pas que c'est pas bien, mais à chaque fois, ce sujet méritait un point de vue global. Et effectivement, à force d'enquêter, je me suis vraiment aperçu qu'il y a les 2 grands fléaux de cette planète. C'est à la fois la finance internationale, donc l'oligarchie financière mondiale apatride, et de l'autre côté, les réseaux pédocriminels, parce que, alors, ça marche ensemble,
Oui, mais pas que, parce qu'effectivement, malheureusement, les réseaux pédocriminels ne sont pas l'entière, je veux dire, propriété propriété entre guillemets, hein, de l'oligarchie financière mondiale apatride. Voilà. Et donc, effectivement, il fallait réussir à assembler tout ça, et surtout, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, comment ils font pour saper donc toutes les valeurs de nos sociétés. En fait, ils envoient des chevaux de Troie dans tous les domaines, que ce soit la nourriture, que ce soit la santé, que ce soit les poussées des lobbies style wokisme, LGBTQ+, etc. Mais je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. Ces groupes, ces personnes, sont-ils un bloc uni ou y a-t-il des factions qui se déchirent, qui se divisent, ou y a-t-il des sujets sur lesquels ils vont tous dans le même sens? Ah bah, ça les empêchera pas de pardonnez-moi l'expression, de se bouffer un peu le nez, mais, mais ils ont au moins une constante. C'est ça qui est dramatique et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'ils sont capables de s'entendre sur un but commun et sur des objectifs communs, quitte à un moment donné à régler ses comptes et peut-être à sacrifier, je dirais, un fusible, mais au-delà de ça, ils sont capables de s'entendre vraiment sur des directives communes, chose qui n'est pas malheureusement courante, même dans le milieu, je dirais, de la dissidence ou de gens qui ouvrent les yeux. Malheureusement, il y a trop souvent une guerre d'ego. Alors chez eux, il y a de l'ego, ça c'est indéniable, mais ils sont capables de le mettre un peu en veilleuse et pour pousser leur pion vraiment là où ils veulent le pousser. Alors c'est si vrai parce que si on prend rien que le sujet de la finance internationale, que je traite bien évidemment au chapitre numéro 1 de mon livre, puisque c'est quand même là, c'est le cœur, je dirais, du mondialisme. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 3-4 décennies, le monde de la finance internationale a profondément changé. On a vu l'émergence donc de BlackRock, par exemple de géants financiers tels que BlackRock, Vanguard, State Street, qui sont les trois plus gros. Alors, je vais décrire un petit peu ce que c'est, comme ça, pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, parce que comme ça, ils vont cerner un peu le problème. C'est vrai que BlackRock, aujourd'hui, c'est un fonds d'actifs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un fonds d'actifs? Ils ont des participations dans les grandes entreprises. Je parle des grandes entreprises, hein, évidemment pas des moyennes. Et ils ont donc des actions dans toutes les grosses entreprises quasiment occidentales et quelques-unes asiatiques. Ils sont pas là pour faire fructifier l'entreprise, ils sont là pour faire fructifier leurs investisseurs, et quitte à sacrifier, pourquoi pas, une entreprise, en délocaliser une filiale, etc., etc., et à mettre des gens au chômage. Donc ce ne sont pas du tout des altruistes. En revanche, alors ce qu'il faut savoir, si on parle un peu chiffres, c'est qu'aujourd'hui BlackRock gère 9 000 milliards d'actifs, c'est assez vertigineux. En 2028, BlackRock gérera 20 000 milliards d'actifs, ça ce sont des calculs de certains économistes, c'est même pas mes calculs à moi. Donc c'est assez vertigineux. Même moi j'ai du mal à aligner les zéros parce qu'au bout d'un moment quand ça dépasse un certain nombre de zéros, c'est un peu submergent. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc ces gens-là ont des participations dans toutes les grosses entreprises et tous les médias américains, par exemple, ils sont les maîtres de tous les médias américains. Ils ont 5000 ordinateurs branchés en réseau, gérés par 2000 employés. Faut savoir que ces ordinateurs sont dans des lieux secrets, au moins 2 lieux secrets aux États-Unis. Ces ordinateurs sont des robots, ça d'accord, mais ils écrèment en fait toutes les hausses et toutes les baisses des bourses internationales. Ce qui veut dire que comme il y a des millions de dollars en derrière, la moindre hausse, ils engrangent. En faisant cela, il fausse évidemment la bonne marche, je dirais, des bourses internationales, puisque il y a 50 ans en arrière, on pouvait tabler sur une entreprise, je parle pour un trader ou pour quelqu'un qui s'intéressait à la bourse, pouvait se dire, bah, l'entreprise X me plaît beaucoup, tiens, je vais investir un peu, je vais acheter 3 actions, pourquoi? Parce que ça peut l'aider à prospérer. Et voilà, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une entreprise qui
ne va pas très bien et son action va monter en flèche parce que c'est poussé et c'est faussé par les ordinateurs donc, de BlackRock. Ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là sont quand même assez finaux parce qu'ils ont baptisé ce projet ordinateur, des semi-ordinateurs, c'est le projet Aladdin. Aladdin in English. Et Aladdin, évidemment, c'est un acronyme. Hein, ça veut dire Asset Liability. Et après, je ne vous dirai plus le reste parce que je l'ai marqué, mais je ne l'ai plus en tête. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Aladdin, dans le subconscient collectif, fait penser Génie. vous savez, voilà, à Mustapha, le fils du tailleur qui frottait sa lampe à huile et qui faisait apparaître un génie qui allait exaucer un peu tous ses vœux. C'est assez intelligent, c'est-à-dire ils sont quand même, ils ont une intelligence en marketing qui est quand même assez poussée. Alors, BlackRock, évidemment, c'est pas qu'ils possèdent beaucoup d'actions dans chaque entreprise. En général, ils en possèdent entre 7 à 10%. Mais ça leur suffit pour en assurer le contrôle. Pourquoi? Et je vais donner un exemple simple, comme ça tout le monde va comprendre. C'est-à-dire que, imaginons une réunion d'un conseil d'administration d'une entreprise X, alors son PDG, ses actionnaires, et un émissaire de BlackRock qui est là puisqu'il est actionnaire, puisque BlackRock est actionnaire. Il suffit que le PDG dise, voilà, objectif pour 2024-2025, objectif, on va sur la gauche. Voilà, à ce moment-là, le représentant de BlackRock peut dire non, nous, on veut aller de l'autre côté, on veut aller sur la droite au niveau des buts et objectifs pour 2024-2025. À ce moment-là, le PDG, il a deux choix. Soit il dit oui, l'affaire est réglée, soit il dit non, et l'affaire va être réglée de toute façon, puisqu'à ce moment-là, l'émissaire de BlackRock va dire très bien, monsieur, vous voulez pas, nous, on retire nos billes. Mais retirer ces billes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise va être obligée de racheter des millions de dollars d'actions. Donc, ça va s'effondrer, le cours de son action va s'effondrer, en plus ça va être relié dans la presse, donc à ce moment-là le cours va vraiment s'effondrer, et le PDG, sentant la mort prochaine de son entreprise, il est coincé, il va dire, écoutez, oui, on va faire comme vous voulez. Voilà comment BlackRock s'assure la mainmise donc de la quasi-totalité des entreprises occidentales, et là je parle aussi des entreprises du CAC 40, les entreprises, les grandes entreprises françaises. Hein. Il faut savoir qu'ils sont actionnaires de nos entreprises des CAC 40. Alors après, si vous le permettez, il y a le cas de Vanguard, parce qu'effectivement, et là ça nous amène à qui dirige réellement le monde, puisque Vanguard a été créé en 1970 ou 75, je ne me rappelle plus bien, mais c'est dans les années 70, par les 13 grandes familles les plus riches du monde. Ils ont créé cette société. Alors, qui sont-elles, ces grandes familles? Je pense que tout le monde en connaît au moins deux. Il y a la famille Rothschild, la famille Rockefeller. Bon, mais ça, c'est les plus connus. Après, évidemment, il y a des familles comme la famille Orsini, que beaucoup de gens ne connaissent pas. La famille Vanderbilt. La famille Dupont de Nemours, un peu plus connue dans le milieu industriel quand même, mais pas du grand public. La famille Bush, qui a été cooptée il n'y a pas si longtemps. La famille royale d'Angleterre, la City de Londres, voilà. Et la famille Morgan. On a effectivement le panel des grandes familles qui ont créé Vanguard. Alors évidemment, quand on va sur Internet, si on tape Vanguard, ça ne nous apprendra pas grand-chose. On se retrouve avec un conseil d'administration qui sont des gens qui ont été placés là. Ce sont des gens qui sont bardés de diplômes. Ils ont été donc placés là par ces grandes familles. Et les 13 familles n'apparaissent jamais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont eux les donneurs d'ordre. En plus, Vanguard, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas coté en bourse. Et là, ça devient intéressant parce que vous ne pouvez pas acheter, personne ne peut acheter une action de Vanguard. Donc, personne ne peut devenir propriétaire de Vanguard. En revanche, Vanguard est actionnaire de BlackRock. Vanguard est actionnaire de tous les laboratoires pharmaceutiques, style Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Gilead, etc., etc. Donc, on commence à entrevoir un peu comment tout cela fonctionne. Et après, vous avez le troisième petit dernier dans la finance internationale. Je dis petit A, ça me fait rire parce que State Street ne pèse que 3 000 milliards d'actifs par an. Bagatelle. Voilà un peu l'empire financier. Et c'est cet empire-là financier qui dirige réellement le monde, malheureusement. Alors après, je vais venir un peu à comment ils font, parce que ça me paraît effectivement intéressant, parce qu'au-delà du qui, maintenant il faut arriver sur le comment. J'ai une question, peut-être, je vais proposer. La question est, nous avons souvent, et en Suisse, évidemment, nous regardons, parce que nous aimons
nous sommes proches de la finance, c'est quand même 10 à 15% de notre PIB. Et donc, nous observons, et moi-même, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans les banques privées ou d'affaires, et nous regardons un petit peu ces entreprises pousser, en fait, ces dernières années, cet agenda woke dont vous avez fait allusion, qui, en général, fait du mal aux entreprises. On a vu la baisse de chiffre d'affaires de Anheuser-Busch, de la société qui fait Budweiser. On a vu la baisse dans pas mal de sociétés, Disney qui s'effondre. Et on s'est rendu compte que beaucoup de cet agenda woke était poussé antiraciste, globo-homosexualiste, etc., qui va bien au-delà de la tolérance ou du respect de l'individu. C'est vraiment des programmes qui incitent et qui poussent à certaines activités. En fait, n'est pas bon pour les affaires. Et donc, la question, peut-être je vais trop vite, mais si c'est le cas, ben, vous la reprendrez peut-être plus tard, c'est sont-ils réellement uniquement intéressés par l'argent ou y a-t-il de l'idéologie derrière? Ah ben, il y a les deux. Je vous dirais les deux. Il y a l'argent, et puis il y a aussi continuer à asseoir sa puissance et son contrôle, surtout sur l'humanité entière. Et pour cela, pour continuer à accroître la puissance et la manipulation des gens, etc., bien entendu, il faut pervertir le sentiment de nationalité, pervertir les valeurs familiales, pervertir la religion, pervertir la spiritualité, pervertir la culture. Attention, c'est qu'aujourd'hui, nous assistons à une grande perversion de la culture, et vous savez, comme moi, je suppose qu'à partir du moment où il y a un effondrement culturel, il y a forcément aussi un effondrement des valeurs sociétales. Et nous sommes malheureusement de plus en plus aspirés dans une spirale descendante à cause justement de ce fameux lobby woke, LGBTQ+, voilà. Ça, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Donc, il y a les deux. Il y a les finances, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas envie de s'appauvrir, mais de l'autre côté, il faut vraiment encore et toujours qu'ils accroissent leur contrôle sur la population mondiale, voire même à pousser pour qu'elle diminue, parce que contrôler 8 milliards de gens, c'est un peu trop, et il serait très content si la population mondiale diminuait aussi. Vous voyez un peu, voilà. Alors, je reviens à là où je vous avais interrompu, c'est donc leur méthode. Alors leur méthode, ce qu'il faut comprendre, c'est, bon, il y a cette oligarchie que j'ai décrite là, et en dessous, ils ont quand même des valets qui ultra friqués, comme j'aime à les appeler, qui font le boulot. Et là, tout le monde les connaît. Vous avez Bill Gates, quand même, il a une fortune personnelle assez incroyable. Vous avez George Soros, le milliardaire hongrois spécialiste des coups fourrés pour déstabiliser les gouvernements qui étaient énormément riches. Vous avez les patrons des GAFAM, c'est-à-dire Facebook, Google, et puis Jeff Bezos qui nous a créé Amazon. Alors là, si vous le permettez, j'ai une petite légende urbaine qui me fait toujours un peu rire. C'est qu'on nous a toujours présenté, vous savez, les fondateurs de Google, et puis Mark Zuckerberg, et puis Jeff Bezos, comme des gens qui ont démarré dans leur petit garage, là-bas, avec un petit ordinateur, et puis mon Dieu, c'est des grands génies. Alors, qu'ils aient été des génies chacun dans leur sphère à créer ce qu'ils ont créé, oui, mais d'un autre côté, là où beaucoup de gens s'imaginent à tort qu'ils ont commencé dans un garage, parce que même s'ils ont commencé dans un garage, ils ont surtout été appuyés par la CIA et financés par elle. ce qui aide, si vous voulez, un peu, beaucoup à se développer. Voilà. Donc, alors, au travers de ces valets ultrafiqués qui quand même contrôlent beaucoup de choses, parce qu'il faut comprendre que Bill Gates, par exemple, finance quasiment aux 2 tiers l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé est financée par la fondation Bill et Melinda Gates et financée aussi par la Gavi. Or, la Gavi, c'est une fondation créée aussi par Bill et Melinda Gates. Donc, en fait, Gates contrôle quasiment l'OMS. Et fait ce qui lui plaît. Donc, donc on en revient à cette oligarchie. En dessous, ces valets qui font le travail et qui envoient effectivement leurs directives
Alors, comment il les envoie et comment ça atterrit? C'est via un peu toutes ces sociétés secrètes, vous savez, qui ont été créées depuis la fin du 19e siècle, à savoir les Bilderberg, Trilatéral, la Société Fabienne, qui, elle, d'ailleurs, est une société intéressante parce que est anglaise, et en plus, c'est là où sont formés quasiment toute l'intelligentsia d'un pays occidental et c'est formé un peu par cette espèce de rouleau compresseur formateur qui émane donc de l'oligarchie. Alors après, il y a le Club de Rome, le siècle. De toute façon, je fais une chronologie à la fin de mon livre de à quelle date sont nées toutes ces sociétés. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. L'oligarchie, les valets, les clubs discrets, secrets, qui sont une réunion de toute l'intelligentsia politique et médiatique d'un pays, et judiciaire aussi. Et après, il n'y a plus qu'à envoyer les chevaux de Troie et à faire en sorte que tout soit perverti. Alors, on en revient effectivement au sujet que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir le wokisme LGBTQ+. Il faut savoir que le wokisme, un bref petit résumé sur le wokisme, c'est né avec le pasteur Martin Luther King aux États-Unis. Jusque-là, il a eu raison de dire aux Américains to woke. Il fallait être éveillé, puisque le mot woke veut dire éveillé. Éveillé, pourquoi aussi? Parce que le racisme que subissait la communauté d'Afrique qui avait été illégalement emmenée en esclavage par les Américains subissait un racisme terrible. Donc effectivement, Martin Luther King poussait à ce que les Américains s'éveillent et arrêtent de cautionner ce racisme pourri. Mais malheureusement, le wokisme a été récupéré plus tard par des philosophes français, comme, comment il s'appelle déjà Derrida. Voilà, Derrida, voilà Foucault, etc. Et là, c'est devenu la défense des minorités. Mais la défense des minorités, on peut défendre une minorité, pourquoi pas, mais là où ça ne va plus, c'est quand cette minorité est mise en avant pour tout détruire et pour tout bouffer. Et là, je fais référence aux LGBTQ+, qui sont sans arrêt mis en avant par presque, je dirais, toutes les couches des institutions publiques. Je parle de la France, mais c'est valable en Europe et aux États-Unis, et qui pervertissent à un moment donné tout. Et c'est comme ça qu'on en arrive à un drag queen à mairie de Bordeaux, il n'y a pas longtemps, en France, qui a été mandaté par la mairie de Bordeaux pour donner un spectacle à des bouts de choux entre 2 et 4 ans. Oui. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des aberrations totales. Et c'est comme ça qu'on contraint aussi des entreprises aujourd'hui à se plier à ces dictats du LGBTQ+, parce que c'est poussé par au-dessus. Et c'est-à-dire que la grande menace, si les entreprises ne marchent pas, ne sont pas d'accord, automatiquement, les marchés, les subventions qu'elles pourraient avoir ou les appels d'offres qu'elles pourraient obtenir ne le seront pas. C'est vraiment du chantage. Mais tout ça, donc, c'est poussé par toute cette intelligentsia et c'est distillé malheureusement dans tous les couches de nos sociétés. Alors, je vous parlais tout à l'heure, alors évidemment, le problème du wokisme et de l'LGBTQ+, c'est que derrière, ils ont pris Kinsey, un certain Alfred Kinsey, qui était un éleveur de guêpes américain, qui lui s'infligeait à lui-même des sévices corporels dont je ne vais même pas vous en parler là, mais en revanche, ça peut être lisible sur Internet si on tape son nom. Mais ce monsieur, qui était un pervers incroyable, faisait des expériences sur des nourrissons, des expériences sexuelles sur des nourrissons. Et c'est ce gars-là, ce névrosé psychopathe, que cette intelligentsia a pris pour effectivement façonner tous les programmes d'éducation sexuelle dans nos écoles et faire en sorte de continuer, enfin de pousser surtout le message, un enfant entre 1 et 4 ans a le droit de choisir son orientation sexuelle, a le droit de se masturber et surtout à des sensations sexuelles. Non, mais je veux dire, entre 1 et 4 ans, il faut quand même le faire. Mais on assiste à effectivement une poussée sans arrêt, via l'éducation nationale. Alors là, je parle pour la France, mais c'est valable, je pense, dans tous les pays d'Europe, malheureusement. Donc voilà à peu près où on en est, quoi. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent que nous avons ce soir Claude Janvier pour son dernier livre, Les Démasqués, qui dirige réellement le monde, aux des éditions K Éditions.
Et donc, la question qui me vient à ce moment-là, puisque évidemment on le voit partout, en fait, c'est deux questions. La première, c'est est-ce que cette approche, cette influence, est-ce qu'elle déborde sur les pays qui culturellement ne sont pas aussi, avec 14 guillemets, ne sont pas aussi avancés que l'Occident, et comme les pays africains comptent peu, mais néanmoins, la Chine, par exemple, ou la Russie, qui sont des grandes puissances, ou l'Inde, ne sont pas très perméables culturellement à ce genre d'approche. Est-ce que ce sont des factions différentes, comme le prétend par exemple un chercheur comme Pierre Hillard, ou ce sont vraiment des adversaires à mort? Bah, je pense que là, on en arrive effectivement à de la géopolitique, c'est-à-dire en ce moment, on a un affrontement entre le monde unipolaire voulu par les USA, l'UE, Israël, le Qatar, etc. Tout ça, c'est une coalition, c'est le monde unipolaire qui obéit quand même à cette oligarchie financière mondiale apatride. Et de l'autre côté, nous avons l'émergence des BRICS avec la Russie, la Chine et les autres pays membres des BRICS. Alors, la Russie vient de faire voter, là, il y a peu, une loi anti-lobby. Je dis bien anti-lobby et non pas anti-LGBTQ+, parce que les médias propagandistes en Europe nous disent que les Russes sont homophobes, etc. Or, c'est totalement faux, puisque vous avez il y a des énormes clubs gays à Moscou, donc Russes ne sont pas Non, je spécifiquement. suppose, oui. Oui, oui, bah, j'ai des amis qui sont allés en Russie et des amis différents qui ne se connaissent pas. Et voilà, ils m'ont J'ai rapporté raté ça lors de mes voyages. il y en a, mais Oui, oui. ce qu'ils veulent pas, c'est il y ait une poussée d'un lobby qui selon la Russie, n'est pas de mise. Et je pense qu'ils ont raison. Je veux dire, on peut, moi, que quelqu'un devienne trans, qui se transforme, je veux dire, à la limite, c'est son problème à lui. Je n'ai pas à interférer à ce qu'il pense ou ce qu'il veut être. En revanche, là où ça commence à devenir effectivement dangereux, c'est quand ce lobby prend le pas sur une majorité de gens et commence à vouloir influer sur nos sociétés. Et là ça ne va plus. Même moi qui m'identifie à une femme noire, juive, musulmane, ça me choque, hein. Donc, c'est dire. Euh, Vous avez donc, pris les extrêmes. c'est ce qui rapporte le plus, hein, de nos jours. En tout cas, quels pourraient être qu'est-ce que peut faire, parce que forcément, face à ces milliers de milliards que vous avez décrits dans votre livre et cette puissance considérable, la question qui me vient, c'est tout d'abord, ne sont-ils pas sur une forme de métaphore de tour de Babel, puisque finalement, ils conçoivent un monde qui n'est pas très fonctionnel, qui est stérile, et qui surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau du management et de la gestion, ne marche pas vraiment très très bien. Et puis, deuxièmement, la population ne va-t-elle pas, au bout d'un moment, parce qu'inévitablement, à force de manger des insectes ou d'avoir des frigos vides, on va peut-être s'énerver un petit peu. Donc, comment, à votre avis, ça va avancer ces prochaines années comment ces maîtres du monde vont avancer leur stratégie? C'est une bonne question. Mais tout va dépendre, je dirais, de l'aboutissement du conflit russo-otanusien via l'Ukraine. Est-ce que c'est l'OTAN qui va gagner ou est-ce que ce sont les BRICS enfin la Russie qui va l'emporter? Et de là va dépendre effectivement un certain nombre de choses, parce que soit l'hégémonie du dieu dollar va continuer à régner en maître sur la planète, et auquel cas, je dirais presque qu'on est foutu. Quand je dis on, c'est l'Europe, hein. Je veux dire, l'Europe, nous, au milieu, de toute façon, pour l'instant, économiquement parlant et industriellement parlant, on est au 36e dessous, hein. Je parle de la France, l'Allemagne, enfin tous les pays de l'UE, hein. Donc, alors, soit effectivement c'est eux qui gagnent, soit c'est la Russie et les BRICS qui gagnent, et à ce moment-là, il n'y aura plus l'hégémonie du dieu dollar, et d'ailleurs il commence à y avoir des transactions internationales qui se font maintenant en yuan,
et quelques-unes en roubles, ce qui veut dire que l'hégémonie du dollar est en train de prendre un coup dans l'aile. Maintenant, attention, les États-Unis n'ont pas envie de perdre la partie. Il ne faut pas oublier quand même que ça fait 200 ans, un peu plus de 200 ans que ce pays est créé, ça fait 200 ans que ce pays pille sans vergogne la planète, ça fait un peu plus de 200 ans que ce pays est en guerre depuis contre un pays ou plusieurs de la planète. C'est un pays guerrier, c'est un pays colon, c'est un pays pilleur. Donc là, avec le conflit malheureusement douloureux entre Israël et les Palestiniens, il y a quand même les États-Unis derrière. Et malheureusement aussi, alors les États-Unis sentant qu'ils sont en train de perdre en Ukraine, parce que c'est pas une vue de l'esprit, hein, c'est une analyse et pas que la mienne. Ils sont en train de remettre le paquet donc dans le Proche-Orient parce qu'il y a le conflit que je viens d'évoquer, mais il y a aussi la Syrie juste à côté que les Américains continuent à piller sans vergogne, et je connais un peu ce pays puisque j'y suis allé 2 fois. Et effectivement, les Américains sont toujours dans le nord de la Syrie, contrôlent toujours les puits de pétrole syriens, sans en donner une goutte au peuple syrien, et cultivent aussi les champs de blé dans tout le nord de la Syrie, parce que ce pays, le nord de la Syrie, est assez fertile, sans en donner un épi donc au peuple syrien. Donc les Américains, il faut faire très très attention. Enfin, quand je dis les Américains, je parle des politiciens, bien entendu, qu'on s'entende bien. Je ne parle pas du peuple américain. Mais voilà. Alors après, tout va dépendre de l'issue de ce conflit. Il y a aussi quand même, les États-Unis ne vont pas bien économiquement parlant. Aujourd'hui, il y a 100 millions de pauvres aux États-Unis sur 370 millions d'habitants, chose qu'on n'avait jamais vue il y a 40-50 ans en arrière. Il n'y avait pas autant de pauvres aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a quand même des gens qui malheureusement dorment sur les trottoirs, dans des tentes de fortune. Il y a quand même, au sein même des États-Unis, on sent bien qu'il y a des États qui ne sont absolument pas d'accord. Et d'ailleurs, ce sont les États du centre des États-Unis, puisque sur l'Est comme sur l'Ouest, nous avons... Ils ont les bobos démocrates américains, côte Est-Ouest, mais au centre, il y a les rednecks. Et eux, gorge rouge, et eux, ce sont plus effectivement le côté un peu révolutionnaire. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, de toute façon, la situation n'est pas... Le rêve américain n'est plus ce qu'il était. Donc voilà, alors voilà où on en est aujourd'hui, et tout va dépendre de l'issue de ces conflits, puisque on en a deux, hein, enfin il y en a deux. Il y a donc celui de l'Ukraine et celui d'Israël-Palestine aujourd'hui. Donc la situation est très tendue. Disons qu'on marche, je dis on, là, au niveau de la planète entière, hein, on marche sur le fil du rasoir. Hein. Demain, malheureusement, il peut y avoir un embrasement mondial. Heureusement qu'il y a des pays, pour l'instant, les pays arabes et l'Iran compris dedans, gardent la tête froide, parce que s'ils ne gardaient pas la tête froide, je pense que là on serait déjà dans l'enfer. Oui. Donc, mais bon, tout ça, c'est très très ténu, hein, je veux dire, le fil, il est mince, quoi. Voilà. Donc, en ce moment, on traverse vraiment une crise assez grave, et le problème, on en revient toujours, si c'est ce monde américano-otanusien qui gagne, ben, on va être submergé par cette sous-culture anglo-saxonne voulue par cette oligarchie, ce qui fait qu'on s'effondrera totalement. Et nous sommes d'ailleurs déjà, alors là je parle pour la France, mais on est déjà pas mal dans le gouffre. Hein. Aujourd'hui en France, on n'a plus d'industrie. Emmanuel Macron nous a bradé toutes nos industries. Il ne reste plus grand-chose en France à part le tourisme. On a quand même, on en est à 16% d'inflation dans le alimentaire aujourd'hui en France. Hein. C'est énorme. Il y a quand même beaucoup de Français qui aujourd'hui ne font qu'un repas par jour. Ça, c'est pas dit dans les médias, bien entendu. Donc la situation est pas au beau fixe. Hein. Non, vraiment pas. Et puis, Murorea, ce sera difficile de la vendre. Ça, c'est vrai. Bon. Alors, vous me posiez une question tout à l'heure, je n'ai pas répondu, c'est vrai. Vous me disiez, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il ne faut quand même pas oublier que moi, je suis quand même d'un naturel optimiste, je reste toujours un peu optimiste. Il ne faut pas oublier que ce sont des colosses au pied d'argile. Si je parle de BlackRock, par exemple, BlackRock, c'est 12 000 personnes, c'est un colosse au pied d'argile, c'est-à-dire que tout peut changer, tout peut arriver, rien n'est écrit. À partir du moment où le dollar vacille, où l'emprise BlackRock va vaciller aussi, même Vanguard, ils vont vaciller. Puis en plus, ce qu'ils n'aiment pas, ces gens-là,
c'est qu'on les mette en lumière. Ils n'aiment pas briller, vous savez, sous les feux de la rampe. Donc, c'est toujours nécessaire de les dénoncer et de les montrer du doigt. Les dire, ah, vous êtes là, on vous a vu, on vous connaît. Donc ça, ils n'aiment pas. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'ils sont une minorité. Nous, je dis nous, l'ensemble de la majorité de la population de la Terre, nous sommes plusieurs milliards. Donc, en fait, tout repose aussi sur les gens. C'est-à-dire, si un maximum de gens demain rentrait en désobéissance civile non violente, mais juste simplement le fait de dire non. Je pense que tout le monde peut dire non à un ordre illégal, tout le monde peut dire non à une loi liberticide, à un décret liberticide, tout le monde peut le faire savoir. Ce fameux spectacle de drag queen là, dont je faisais allusion tout à l'heure à Bordeaux, mais si des parents d'enfants avaient été tapés du poing sur la table, sur le bureau du maire, ou de l'adjoint du premier adjoint qui a décrété cette absurdité, mais bien entendu que la mairie de Bordeaux aurait reculé, bien entendu que ça ne se serait pas passé comme ça. Alors, effectivement, il en va de la responsabilité de chacun. Mais à partir de là, plus il y aura de mécontents, plus ils le feront savoir, et plus ces géants vacilleront. Rien n'est écrit. Le futur n'est pas écrit. Ça, c'est certain. En tout cas, c'est cette volonté hégémonique, elle dénote probablement, je n'ai pas souvenir d'avoir lu ça dans votre livre, mais il y a probablement un aspect pathopsychologique qui en est à la source. Ah oui, oui, absolument, oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Et si Ah ce n'est oui. pas ça, c'est un mysticisme fou, une forme de religion étrange, mais plus un mysticisme qu'une religion. Mais en tout cas, nous sommes un peu les. Je ne sais pas si on peut parler d'un don de la farce, mais les populations de tout temps, ce sont celles qui subissent les erreurs des gouvernants. Et que peut-être la responsabilisation de la population passe par la capacité de pouvoir châtier les leaders qui les amènent dans des voies sans issue ou dans des voies douloureuses. Au fond, c'est déjà arrivé dans le passé par des révolutions en Angleterre, en France, en Russie, mais aussi par des coups d'État dans le palais. Hein, ça arrive. Donc, vous parliez d'approche pacifique. Moi aussi, je suis pour les bisous et tout. Mais l'histoire nous montre qu'elle n'est pas toujours pacifique. Non, mais bien entendu, je peux pas non plus faire un appel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Ouais. pas, voilà. Sinon, voilà. Mais attention, c'est pas parce que on fait quelque chose de non violent que c'est synonyme d'être mou. On peut faire quelque chose avec fermeté. Gandhi l'a fait en Inde avec fermeté, non violent, certes, mais avec fermeté. Il n'a pas lâché. Donc, je veux dire, je pense que c'est possible. Alors après, que ça soit facile, je pense pas. Mais je pense que tout est possible. Voilà, je pense qu'effectivement, bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors, sur ce rêve et cet espoir, j'encourage encore nos auditeurs à acheter et lire le livre de Claude Janvier, Les Démasqués, qui sous-titre Qui dirige réellement le monde, chez K Édition. On le trouve chez Amazon, on le trouve chez Fnac, on le trouve dans les librairies, on peut le commander. Vous avez encore le temps avant Noël de vous le procurer. Ah ben, peut-être ça va être difficile puisqu'on a dit qu'on allait publier cette vidéo en janvier. Ah, oups, erreur, mais pour Noël 2024 alors. C'est pas grave, ce sera pour les étrennes. Exactement, exactement. On a le 6 janvier, on a la Befana en Italie, on a les rois en France, je crois, ça s'appelle le 6 Oui, janvier. c'est ça. On tire les rois en France. Voilà, c'est une idée. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vois que nous avons beaucoup de points communs. Je ne suis pas étonné qu'on ait le même éditeur. Pas mal de points communs dans nos analyses. Et eh bien, j'encourage tout le monde à lire ce livre qui est beaucoup plus fourni, qui va beaucoup plus loin. Parce qu'effectivement, cette question souvent mystifiée de qui dirige le monde, elle est essentielle pour comprendre où est-ce qu'on veut nous faire aller. Eh bien, un grand merci de m'avoir invité. C'était très sympa. Avec plaisir. Merci beaucoup.